Bonjour, amis fidèles. Petite cartouche de vue du droit en cette fin de semaine, une semaine qui a été particulièrement chargée, où on a été au spectacle d'un cirque assez inouï quand même, cirque déclenché par l'ineffable Emmanuel Macron, notre kéké national. Alors, avant de passer à un petit examen de ce qui s'est passé ou de faire quelques commentaires sur des choses qui m'apparaissent significatives, je voudrais rappeler que Vue du droit, c'est un ensemble. Il y a plusieurs supports. Donc, abonnez-vous à la petite chaîne vidéo, abonnez-vous au blog, abonnez-vous au compte X Twitter. Vous pouvez aller aussi sur Facebook, c'est moins intéressant. Le truc de Zuckerberg étant particulièrement lugubre, mais bon, je continue à y publier quelques trucs. En revanche, sur X Twitter, depuis qu'on peut dépasser les 200, je ne sais plus combien de caractères, ça permet de mieux communiquer. Et puis, il n'y a pas la censure qui existe sur les autres réseaux, sur YouTube aussi d'ailleurs. Bon, alors, nous allons donc parler de Monsieur Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron, qui a réalisé un coup assez extraordinaire, à mon avis, qui a créé une situation qui n'était pas son objectif. Alors maintenant, de nouveau, il va faire le kéké, il montre à quel point il est puéril. Je vous mets la citation rapportée par Le Monde avec une photo que j'ai trouvée sur les réseaux et qui montre bien qu'on a affaire à un gamin qui est capable de tout et dont la seule cohérence, ça c'est quand même très important, c'est le mandat de destruction qui est le sien. Je ne pense pas qu'il ait un mandat de mettre en place un chaos ou qu'il souhaite mettre ce chaos, surtout que celui-ci, celui qu'il vient de déclencher, va lui coûter probablement très cher, enfin on peut l'espérer, on peut l'espérer. Toujours est-il que ce comportement de sale gosse qui fait le malin, provocateur, a quelque chose d'assez terrible. Il y a cette photo qui montre aussi qu'il est en train de s'isoler dans son palais de l'Élysée. Cette photo qui a été prise par sa photographe officielle, alors qui elle ne se rend compte de rien. Elle fait des photos en noir et blanc qui sont assez belles d'ailleurs, mais elle ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle publie par la suite. Il y a la fameuse photo du boxeur. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et il y a cette photo, par conséquent, où il annonce à un certain nombre de ses proches, la présidente de l'Assemblée nationale, excusez du peu, le Premier ministre, de voir leur tête est quelque chose de tout à fait significatif de l'espèce d'impasse politique passablement suicidaire dans laquelle il s'est lancé. Alors, lorsque je dis ça, j'exprime quand même des souhaits parce que je rêve que l'on se débarrasse de ce type le plus rapidement possible. Ça n'est pas encore fait. Il a de la ressource et ceux qui le soutiennent, ceux qui l'ont mandaté, en ont aussi. Voilà. Bon. Donc, Emmanuel Macron a pensé qu'en prenant tout le monde de vitesse et en lançant cette dissolution, allait, du fait d'une campagne très courte, du désordre qu'elle allait susciter, allait produire un effet qui lui aurait permis de reprendre la main. Ça n'est pas sûr du tout. Ça n'est pas sûr du tout. Alors, je vais m'exprimer dans cette cartouche sur ce que je pense voir advenir. Je ne fais pas de prévision, je ne fais pas de prospective non plus. C'est un exercice assez difficile, mais je pense que, et je vais m'en expliquer, que le nouveau Front populaire, tout comme la NUPES en 2022, n'ira pas au pouvoir et n'aura pas la majorité. Je pense que ceux qui l'ont mis en place le savent. Je pense que malheureusement, beaucoup de gens à la base se font quelques illusions, le souhaitent, etc. Mais je crois que ça n'ira pas au bout. En revanche, la question qui se pose, c'est est-ce que
le Rassemblement national allié à l'essentiel des LR, parce que je crois que le rapport de force est en cette faveur, aura la majorité absolue. Ça n'est pas sûr non plus, même s'ils sont dans une dynamique. Bon, on verra. Je pense qu'une majorité forte, relative, dont disposerait le Rassemblement national créerait une situation très difficile pour Macron, aussi difficile que celle d'une majorité absolue qui l'obligerait à nommer un Premier ministre du Rassemblement national, c'est-à-dire a priori Bardella. Voilà, donc c'est le bazar. Hein. Et comme dit Bénureau, c'est une maladie le macronisme, mais qu'est-ce qu'on se marre. C'est plus fort que moi. C'est terrible, là, quand même, cette maladie, hein. Hein? Mais qu'est-ce qu'on se marre? Bon, dans cet étonnant foutoir, les LR décrochent la timbale. C'est eux qui ont été le plus ridicules avec cette espèce de fort Chabrol au siège du parti, avec Éric Ciotti se barricadant, avec les pantalonnades autour de lui. Tout ceci était totalement grotesque. Alors, sur le plan politique, on peut essayer de dépasser un petit peu le spectacle de cirque qui nous a été fourni, dont je ne produirai qu'une seule des photos glanées sur les réseaux, mais les réseaux, on nous le dit souvent, ça peut être le meilleur et le pire, mais il y a quand même une particularité qui est celle de l'humour qui s'y déploie. Et donc là, cette photo en est une illustration. Bien. Alors, Éric Ciotti, qui est quand même très décoratif. Il faut quand même reconnaître que c'est un personnage particulièrement flamboyant. Il a été mis à la tête des LR par un vote des militants. Hein. Donc, il est à l'image de son parti. Alors, clairement, il a pris des positions politiques en se rapprochant du Rassemblement national et en préconisant une alliance pour préserver, essayer de sauver son siège de député à Nice, où il est dans un environnement qui peut s'avérer compliqué avec Estrosi, le grand rival. Bien, c'est probablement ça qui est à l'origine de cette prise de position, mais aussi probablement le sentiment que cette alliance sera porteuse pour les LR, porteuse au sens où ils vont peut-être éviter la disparition avec cette initiative. J'en sais rien, on verra, mais c'est quand même l'occasion d'un spectacle totalement lamentable. Alors, il prend la décision tout seul, sans concertation, semble-t-il, de son bureau politique, et à ce moment-là, levée de bouclier de qui? Des éléphants, des caciques. Éléphants, c'était pour le Parti socialiste, là, ce sont les barons, donc qui se sont insurgés pour des raisons de stratégie personnelle. Lorsqu'on voit Wauquiez qui rêve d'une candidature en 2027, si le mandat de Macron va jusque-là, qui rêve d'une candidature en 2027, eh bien, clairement, une alliance avec le RN lui barrerait le chemin au profit, évidemment, de Marine Le Pen. Donc, mais je prends que l'exemple de Wauquiez, mais tous les autres, Larcher, qui rêvent peut-être de l'Élysée aussi, Larcher, parce que si jamais, faut pas oublier ça, si jamais Macron, l'ami Macron démissionnait, il aurait une phase de transition. Il serait, troisième personnage de l'État, il serait celui assurant l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau. Et là, la tentation de se porter candidat lui aussi, ce qu'avait fait Poher en 1969 après la démission du général de Gaulle, eh bien, serait probablement très grande. Donc, toutes ces petites cuisines sont bien évidemment celles qui sont en train d'être menées par tous ces gens-là, qui ne mesurent pas l'importance de ce qui s'est produit le 9
juin dernier dans l'ensemble de l'Europe. Mais on y reviendra. Alors, la pantalonnade, c'est quand même toute cette espèce de feuilleton jusqu'au moment où Ciotti a pris le taureau par les cornes. Il avait été exclu, enfin déposé de son poste de président du DLR et exclu de ce même mouvement. Il a saisi le juge civil. Hein, j'insiste, le juge civil, parce que j'ai vu euh, des gens parler d'appel du parquet. Non, non, attendez, c'est une juridiction civile qui est compétente. Il y a des statuts, hein, et ces statuts prévoient une procédure pour changer de président, pour convoquer même le bureau politique, et cette procédure n'a pas été respectée compte tenu de l'urgence. Donc, sur ces bases-là, le juge des référés a annulé toutes ces décisions qui ont été prises en dehors des statuts, et il les a maintenues en disant aux protagonistes, maintenant, saisissez le juge du fond et débrouillez-vous. Donc, pour la période de la campagne des législatives, la situation restera celle-là. Celui qui est le patron LR s'appelle Éric Ciotti. Celui qui a accès aux finances, et ça c'est très important, c'est Éric Ciotti. Celui qui peut délivrer des investitures assorties de l'usage des logos, etc., c'est Éric Ciotti. Donc, je vous mets là juste le parsémotif, c'est comme ça qu'on l'appelle, de la décision rendue par le juge civil qui, effectivement, maintient Éric Ciotti à son poste. Mais ce que je trouve intéressant, c'est l'image que donnent les LR, qui était déjà bien restreint, mais enfin, il faut quand même rappeler ce qu'a été le RPR, ensuite l'UMP, le coup qui leur a été porté après il y a eu la présidence Sarkozy, qui a été battue par François Hollande, le magnifique François Hollande, qui a rallié le nouveau Front populaire, on va en parler. Eh bien, je reviens au LR, ce mouvement est totalement effondré. Enfin, c'est extraordinaire. Alors, je crois qu'il y aurait, d'après ce que j'ai compris, trois tendances. Il y a trois tendances. Il y a ceux qui qui ont passé une alliance avec les macronistes. Il y a ceux qui ont passé une alliance avec le RN, c'est-à-dire la bande à Ciotti, et qui sont, semble-t-il, majoritaires parmi les militants. Hein, et parmi les élus de la France profonde, et une troisième tendance qui se situe au milieu et qui est surtout, sauf qui peut, comment pouvons-nous faire pour préserver nos gamelles? Voilà. Donc tout ça est complètement, complètement lamentable. Ça fait rire. Bon, oui, il n'y a pas de raison de pleurer hein, concernant ce qui vient de se produire. Donc bon vent à Éric Ciotti, mais qui est quand même improbable. Moi, quand il a été élu à la tête des LR, je me suis dit, mais c'est pas vrai, ils en sont là. Ils en sont là parce qu'il est quand même emblématique d'une forme de nullité politique euh, réactionnaire, étroite, et puis surtout avide de poste, quoi. Bon, eh ben écoutez, nous verrons. Bon, comme c'est chacun son tour, voici venu celui du nouveau Front populaire. Les gens de gauche, l'Union des gauches, l'Alliance des gauches au pluriel, ça me rappelle des souvenirs. L'Alliance des gauches a décidé de s'appeler le nouveau Front populaire, paraît-il sur une idée de François Ruffin, je ne sais pas. En tout cas, effectivement, pour essayer de rassembler un groupe hétéroclite tel qu'il est là, il fallait faire référence aux grands anciens. Alors bon, il y a eu, comment dire, les polémiques stupides autour du rôle de Léon Blum. Il y en a qui ont spéculé. J'en dirais un petit mot sur Éric Dupond-Moretti, qui n'est pas un personnage très intéressant, mais ça permet de rappeler certaines choses. Alors, ce rassemblement, ce nouveau Front populaire, il a une première fonction, c'est d'éviter la catastrophe politique qui semble se profiler avec la dynamique qui accompagne aujourd'hui le Rassemblement national. Alors, je ne vais pas faire un passage spécial Front national, donc je vais régler le problème maintenant. J'ai pas grand-chose à dire
sur ce qui est en train de se passer pour ce qui les concerne. Ils font pas beaucoup de fautes politiques, ils continuent. Alors ils ont totalement rallié, ils se sont dédiabolisés, ils ont rallié la position atlantiste concernant l'Ukraine. Ils ont rallié complètement la position américaine sur le conflit du Moyen-Orient et ont soutenu le massacre de Gaza. Je ne trouve pas ça très reluisant, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ils conduisent leur barque et le résultat qu'ils ont eu le 9 juin démontre que pour l'instant, sur le plan de la stratégie, de la tactique politique pour ce qui les concerne, ils ne se débrouillent pas si mal. Euh, Concernant le risque fasciste en France, bon, moi, je considère avec Lionel Jospin depuis 2002 que c'est du théâtre, que le castorisme militant nous a déjà coûté beaucoup, et en particulier l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, qui lui installe un dispositif que je considère néo-fasciste, techno-fasciste, dans notre pays, en même temps qu'il le détruit, parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire va susciter des réactions populaires, va susciter des crises sociales, et on sait comment il les réprime depuis les Gilets jaunes. Donc, je n'ai pas d'inquiétude supplémentaire concernant l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, si tant est qu'il y arrive. Je me dis qu'ils enfileront les pantoufles mises en place par Emmanuel Macron et que ça, c'est un des reproches supplémentaires, les pantoufles répressives, un des reproches supplémentaires que l'on pourra faire à Emmanuel Macron, qu'on peut déjà lui faire d'ailleurs, il n'y a pas de raison de se gêner. Je parlerai, mais un peu plus tard, à propos de cette hypothèse, de ce qui peut se passer au plan institutionnel, du rôle du Conseil constitutionnel, du rôle du Conseil d'État, et voir un petit peu techniquement aussi comment l'Europe peut intervenir et mettre en place un dispositif de pression, parce que le vrai pouvoir d'initiative, c'est quand même le président de la République. Le Premier ministre risque d'être enserré dans un système qui va le brider. Donc, qu'est-ce qui se passera? Soit alignement à la Mélanie, soit contradiction difficile débouchant sur une éventuelle démission d'Emmanuel Macron, je n'en sais rien. Bon, mais on en reparlera, bien sûr. Alors là, je reviens au, au problème de mes amis du nouveau Front populaire. Alors là, je vais moi aussi évoquer des souvenirs. Je vais évoquer des souvenirs. Eux, ils veulent se mettre sous celui du Front populaire de 1936. Moi, je vais me mettre sous le souvenir, enfin, où je vais utiliser le souvenir de du programme commun d'Union de la gauche de 1972. Je me rappelle comment ce programme commun a été négocié, le temps que ça a pris, comment techniquement il était construit. Je me rappelle aussi des négociations pour son actualisation de 1977 après le succès de la gauche au municipal et dans la perspective des élections législatives de 1978, comment s'était déroulée cette renégociation, quelque chose de très difficile qui avait finalement échoué. Là, mon vieux, 5 minutes, on se réunit, on se met autour d'une table et puis on juxtapose toutes les demandes ou tous les désirs des différentes organisations qui composent ce nouveau Front populaire. Alors moi, je veux bien. Hein, alors il paraît que Poutou a rejoint avec son NPA a rejoint ce conglomérat. J'imagine que ces visées politiques ne sont pas du tout celles des Verts, par exemple. Sauf peut-être, si, sur un point, le bellicisme
atlantiste, hein, parce que le NPA de Poutou, il veut que on parte faire la guerre à la Russie. Ça, c'est les âneries trotskistes habituelles. Mais sinon, pour être sérieux, voilà, c'est une espèce de fourre-tout. C'est un espèce de catalogue, hein, où on voit juxtaposer tout un tas de desiderata qui sont souvent issus d'incantations. Il y a même la mise en place d'une diplomatie féministe. Ça m'a fait rire. Je trouve ça très bien. Il y a d'ailleurs beaucoup de diplomates femmes et c'est parfait. Mais le problème, je vois mal ce que peut être une diplomatie féministe, au-delà du fait qu'on se fait plaisir. Et quand on voit le catalogue, on s'aperçoit que c'est ça, que c'est tout à fait ça. Alors, je crains fort que, d'abord, il y a les deux tiers, hein, des éléments du programme qui sont absolument impossibles à mettre en œuvre avec l'Europe. À propos de l'Europe, d'ailleurs, hein, l'Europe, c'est formidable. On va se bagarrer pour la réindustrialisation, non pas de la France, mais de l'Europe. C'est-à-dire que si on met une usine en Bulgarie, ce sera super. Hein. On démontera les usines françaises pour aller les installer là-bas, ce que le capital adore faire, hein, parce que les rémunérations sont moins élevées et les charges aussi. Donc, rien que ça démontre bien l'absence de sérieux. Alors, je pense que ceux qui ont fait ça l'ont fait en sachant probablement que la possibilité d'une victoire était finalement assez faible. Il y a déjà l'expérience de 2022. Rappelons-nous comment, euh, comment Jean-Luc Mélenchon avait lancé une campagne Élisez-moi Premier ministre, avec le résultat qu'on connaît, une jolie gamelle quand même, une jolie gamelle. Alors un certain nombre, il avait eu pas mal de députés, mais enfin, il était très loin du compte, et puis il s'était fait passer devant par le Rassemblement national. Donc voilà, je pense qu'ils savent très bien à quoi s'en tenir. Alors peut-être qu'il y en a qui se font quelques illusions, mais dans un premier temps, je vois ça comme un moyen de finalement d'accéder à des postes. Et ça, c'est légitime, des ambitions, si c'est que ça, non. Mais vouloir accéder à des responsabilités politiques, ça, c'est une ambition qui est légitime, à condition qu'elle ne soit pas assortie de manipulation et de magouille. Donc, est-ce qu'ils y croient vraiment? Ça n'est pas sûr. Ce que je constate simplement actuellement, c'est qu'il y a une certaine mobilisation. Il y a beaucoup de gens qui, sincèrement, se font des illusions sur cette possibilité. Alors attention, hein, si jamais je me trompe, si au soir du 7 juillet, il y a une majorité du nouveau Front populaire, je mangerai mon chapeau. Hein, donc ça, c'est clair, je en prends l'engagement ici. Donc voilà, mais j'y crois pas. Je n'y crois pas. On verra pour ce qui concerne l'autre face du, euh, de l'échiquier politique. Pardon. Alors, sur le contenu, euh, je le trouve, j'y reviens une seconde, je le trouve très Parti socialiste. C'est-à-dire que moi je me rappelle, hein, parce que le programme commun c'était une chose, c'était très sérieux, très structuré, mais là c'est des choses qu'on a achetées à la volée, et c'est une méthode classique du Parti socialiste. Le Parti socialiste n'a jamais été un parti de gauche. Alors, je vais vous infliger une punition. Probablement en début de semaine prochaine, je vais publier un article sur ce qui caractérise ce parti, c'est le fait qu'il n'est pas de gauche. Il l'a jamais été. Je prends mes responsabilités en le disant et je vais le documenter et j'espère l'établir. Donc là, quand je dis qu'il n'a pas été de gauche, il y a une deuxième caractéristique, c'est que il fait des promesses. Mon ennemi, c'est la finance, pour ensuite être le pire des présidents néolibéraux que la France ait connu, le pire atlantiste, le pire soumis à l'impérialisme américain, le pire, y compris menteur, comme Monsieur Hollande, qui
parraine les accords de Minsk pour ensuite reconnaître qu'il n'a jamais été dans l'intention de ceux qui l'ont parrainé, comme l'Allemagne aussi, comme ceux qui l'ont proposé, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, au Conseil de sécurité de l'ONU qu'il a adopté, hein, ils nous ont dit, ah ben non, on n'avait absolument pas l'intention de l'appliquer. Donc ça, c'est du socialisme chimiquement pur. J'ai une autre anecdote. C'est 1956, Guy Mollet. Et c'est pour ça que quand je vois ce nouveau Front populaire, je ne pense pas à Léon Blum, je pense à Guy Mollet. Un autre Guy Mollet est possible. En 1956, les socialistes sont élus en proposant la paix en Algérie. Ils ont nommé un des héros de la libération de la France, le général Catroux, qui était un compagnon de la libération, qui avait soutenu le général 5 étoiles, le seul dans ce cas qui avait soutenu De Gaulle dès le début. Ils l'ont nommé gouverneur général de l'Algérie. Un petit voyage de M. Guy Mollet en Algérie, il y a immédiatement renoncé, il a viré le général Catroux, il a mis Robert Lacoste, qui a immédiatement donné tous les pouvoirs à l'armée, et on a eu la fameuse bataille d'Alger avec les horreurs qu'elle a provoquées. Bravo, les socialistes. Moi, j'ai des souvenirs, je dirais, et je sais à quoi m'attendre. Donc, malheureusement, ce qu'on voit sur ce programme, c'est beaucoup d'incantations, beaucoup de propositions qui ne sont pas financées, évidemment. C'est trop court, je veux bien, hein, mais qui ne sont pas mises en œuvre. Donc, c'est finalement, je ne vais pas dire que c'est le programme du Parti socialiste dans son contenu, mais c'est le programme du Parti socialiste dans sa façon d'aborder les choses, c'est-à-dire on fait une démagogie sociale et puis ensuite on trahit tout. Donc voilà, caractéristique. Moi, je n'ai pas d'autres observations euh, pour l'instant à faire sur ce contenu. En revanche, je voulais dire un mot de la soi-disant purge qu'aurait lancé Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'il est en train de se débarrasser de certains de ses amis politiques, je mets amis entre guillemets, et présente des candidats contre eux. Alors, je vais quand même rappeler une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, depuis déjà assez longtemps, se donne beaucoup de mal. Il est devenu un leader politique important. Il a obtenu des résultats spectaculaires en 2022. Il a assuré la fortune politique de M. Corbière, de Mme Garrido et de tant d'autres, en leur permettant de devenir parlementaires, parce que s'il n'y avait pas eu Jean-Luc Mélenchon, il n'aurait jamais été à l'Assemblée. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, il a été la locomotive, et ces gens-là se pincent le nez, ont pris des distances, à des moments où c'était pas facile pour de tenir la ligne qui était celle de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont accepté depuis très longtemps d'être affiliés, entre guillemets, à une organisation gazeuse. C'est pas un parti, le LFI. C'est un système totalement centré sur Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui décide, c'est lui qui, avec son équipe, donne les impulsions, donne les orientations. C'est pas les miennes. Il y a plein de choses qui me déplaisent dans ce système, y compris sur la ligne politique. C'est très social-démocrate mou, hein. Quand on le traite de parti d'extrême gauche, c'est pas sérieux. Mais c'est pas mon propos là. Mon propos, c'est de dire que je trouve aujourd'hui, alors tout le monde se précipite bien sûr. Oh, regardez, c'est horrible, toute la fausse gauche. Je pense à Françoise Degois. Alors pourquoi je parle de Françoise Degois? Parce que l'algorithme de Twitter est vraiment méchant, hein. Il passe son temps à mettre sous mes yeux sa littérature, c'est accablant. Et donc, oui, toute la fausse gauche se précipite. Mais comment est-ce possible? Cette brave Raquel Garrido, ce brave Corbière, je connais ni l'un ni l'autre, ou Simonet aussi, je ne les connais pas. Je sais simplement qu'à un moment difficile, quand la France insoumise a tenu sur sa ligne pro-palestinienne, disons les choses comme elles sont, c'était pas facile. Ça a été un déferlement, ça a été une bataille, hein, et ils sont restés fermes. C'est leur position, c'est leur position. Et ils l'ont tenue. Et à ce moment-là, ceux-là les ont lâchés au moment le plus difficile. Alors, il ne faut pas être étonné.
Il ne faut pas être étonné qu'aujourd'hui, le patron, parce que c'est lui le patron, parce qu'en politique, ça marche comme ça. Les partis politiques ne sont pas à l'image des sociétés qu'ils veulent construire. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est une organisation qui doit être euh, euh, faite et qui doit travailler pour arriver au pouvoir. Pour arriver au pouvoir et pour, à ce moment-là, mettre en œuvre des programmes. Hein. Et ce n'est pas en s'organisant spécialement démocratiquement qu'ils vont y arriver. Ça, c'est une blague. Ça, c'est simplement une blague. Enfin, c'est ma position et j'y tiens. Voilà. Bon, on a dit du mal du programme, on a dit du mal des dissidents de la France insoumise. Maintenant, on va parler de notre pauvre Occident. Bon, pour bien faire, quelques jours après la catastrophe pour lui du 9 juin et du résultat calamiteux des élections européennes, Emmanuel Macron a dû se rendre en Italie, reçu par Madame Meloni, pour une réunion du G7. Alors le G7 qui était un petit peu l'organe de direction économique du monde après la chute de l'Union soviétique, qui a été transformé, enfin, oui, pardon, qui était en G8, oui, puisqu'il y avait la Russie. Et donc, il a été transformé en G7 lorsqu'on a décidé de l'exclure pour différentes raisons. Et dans mon souvenir, c'est 2014, après le coup d'État du Maïdan et l'annexion par la Russie de la Crimée. Donc, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à sérieusement se dégrader et qu'il y a eu un premier train de sanctions importantes à l'encontre de la Russie, ce qui lui a permis de se préparer et de s'organiser pour les suivantes avec le résultat que l'on connaît. C'est-à-dire que l'Occident, sur le plan économique, pas seulement à cause de ces sanctions, tire d'obus de mortier dans les pieds. Ça, c'est surtout pour l'Europe. Mais l'Occident paye un prix assez lourd, et surtout les Européens, je me répète, payent un prix assez lourd de ce système de sanctions mis en place euh, après l'intervention russe en Ukraine et après que Bruno Le Maire, dit non, 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 nous ait annoncé qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. Bon, donc le G7 commence à devenir, et ça se voit dans ces réunions, ça se voit sur les photos, ça se voit dans les vidéos que il est en crise, que l'Empire romain devenu fou a vraiment, vraiment très mauvaise mine. Je vous propose quelques images qui le démontrent. D'abord, qui montrent par qui ces images montrent par qui l'Empire est dirigé, sachant que tous ceux qu'on voit qui participent au G7 sont des vassaux. Et la concurrence entre eux, c'est à qui sera le plus servile. Macron étant de ce point de vue extrêmement performant. Donc voilà pour ce qui concerne euh, ces images où on voit Zombie premier qui est candidat à sa succession. Mais ça, c'est extraordinaire. Alors bon, Donald Trump n'est pas jeune non plus. C'est-à-dire que c'est une gérontocratie qui est pire que celle de l'URSS à la fin du brejnevisme. Donc, Zombie premier erre comme un malheureux partout. Donc là, sur la vidéo, on le voit partir, il ne sait pas où il est, il ne regarde pas où il faut, il est complètement hagard, il est complètement hagard. Et alors, bon, la vidéo que je vous propose, c'est une parmi d'autres, parce que il y en a une par jour maintenant où on voit des choses assez effrayantes. Il y a la vidéo de son audition par le pape. Mais enfin, c'est incroyable. Et on fait semblant.
on fait semblant, on continue, alors que manifestement cet homme n'est absolument pas en état de diriger le moindre pays qui soit, mais il dirige le pays qui se présente comme le plus puissant du monde, ce qu'il n'est plus, et qui dispose de moyens militaires assez considérables, et en particulier celui de provoquer l'apocalypse. Donc, mais non, ça continue comme ça. C'est vraiment le Titanic. Alors, l'Europe a envoyé ses chefs d'exécutif, j'appelle comme ça, parce qu'il y a des premiers ministres, il y a des présidents, mais, et puis quelques bureaucrates bruxellois. On a Madame von der Leyen qui est là en permanence. Tout ça est totalement pathétique. Les rapports entre les uns et les autres, il faut quand même rappeler que sur l'Europe, pas l'Union européenne, puisque la Grande-Bretagne n'en fait plus partie, mais Grande-Bretagne, puissance importante, en particulier dans la guerre qui est menée contre la Russie, euh, l'Allemagne, qui est le premier fournisseur d'aide à l'Ukraine, c'est-à-dire que l'Allemagne, qui probablement a une nostalgie de ses interventions sur ces territoires et qui continue aujourd'hui, et puis on a la France, les trois dirigeants, Sunak, Scholz et Macron, sont sur des sièges éjectables. Ils sont en difficulté politique considérable. Considérable. Où est-ce que tout ça va aller? Ben, écoutez, c'est très particulier. Donc voilà, petite séquence vidéo pour se convaincre que on est mal parti. On est vraiment mal parti. Alors, ça présente un énorme problème, c'est que bon, l'histoire va dans un sens et rapidement depuis l'intervention russe de février 2024 et que nous sommes du mauvais côté de l'histoire. Ça, c'est assez terrible parce que dans le même temps où se déroule la petite séquence que je vous propose. Dans le même temps, les BRICS se sont réunis. C'est la queue pour y adhérer. Alors, l'Organisation de sécurité de Shanghai aussi, l'OSCE aussi. Enfin, il y a tout un tas de structures qui sont en train de prendre la place d'une certaine façon de l'ONU. Et puis, il y a eu le discours de Vladimir Poutine qui pose ses conditions pour la paix. C'est un discours assez long. J'invite à aller l'écouter ou le lire. L'écouter avec une traduction, bien sûr. L'écouter ou le lire. C'est toujours le problème. C'est toujours le problème. On vous dit qu'il mange les petits-enfants, qu'il suce le sang parce que c'est un vampire, etc. Des conneries habituelles. Et je pèse mes mots, je reste poli concernant LCI, par exemple. Eh bien, on n'écoute pas ce qu'il dit, on ne lit pas ce qu'il dit. Et il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est très intéressant de voir, parce que il a cette caractéristique, Vladimir Poutine. D'abord, c'est la Russie. Hein, Poutine, la guerre de Poutine, non, c'est la guerre de la Russie. C'est la guerre de la Russie. Il faut arrêter de personnaliser comme ça n'a aucun sens ni aucun intérêt. Alors, bien évidemment, c'est dirigé par Vladimir Poutine, qui est un homme d'État, et donc qui a le soutien de son peuple. Oui, écoutons ce qu'il dit et voyons un petit peu ce qui va se dessiner dans les mois et les années qui viennent. Allons aussi faire des petits tours sur la presse internationale pour voir ce qui se passe en Chine. C'est important et intéressant. Ce qui se passe en Afrique, c'est important et intéressant. Là, on voit bien que le décrochage est en train de s'opérer. Ça ne me fait pas plaisir parce que je considère que nous sommes du mauvais côté de l'histoire, je me répète. Eh bien, malheureusement, le spectacle que je vous propose là, très rapide, hein, n'incite pas, vraiment pas à l'optimisme.
Tiens, on va faire une petite fête à notre ami Éric Dupond-Moretti. Ça fait longtemps que j'ai dit ce que je pensais de ce triste personnage, un imposteur qu'on a transformé en grand avocat par les voies médiatiques. C'est un avocat convenable, à la barre, hein, s'entend, parce qu'après, il y a tout un travail concernant les dossiers. Et là-dessus, il n'a jamais fait état de compétences particulières. Cela étant, je ne suis pas là pour critiquer le travail de l'avocat. Il paraît que ça ne se fait pas entre confrères. Donc, j'ai beau être honoraire aujourd'hui, je vais me faire taper sur les doigts pour avoir dit du mal, non pas finalement d'un avocat, mais d'un homme politique qu'il est devenu. Donc, oui, avocat qui a été monté en épingle par la presse, par euh, la presse judiciaire en particulier. Bon, tout ça n'est pas très intéressant. Il avait été choisi par Emmanuel Macron pour sacrifier à la société du spectacle. Il a été un très mauvais garde des Sceaux et il démontre une fois de plus que c'est une nullité politique. Alors, j'espère que les élections qui viennent vont nous permettre de le voir débarrasser le plancher. Je prends mes responsabilités en le disant. Alors, pour illustrer mon propos, je vais prendre une petite interview que je viens de récupérer sur les réseaux, et en particulier ce début où il fait référence, il s'empare du thème du Front populaire qui le fait penser à Léon Blum. Je disais que le choix même du nom Front populaire est un peu choquant. Moi, il me ramène à Léon Blum, qui, comme tout le monde le sait, était juif. Et dans ce Front populaire nouvelle mouture 2024, il y a beaucoup d'antisémites avérés. Et je me demande si Léon Blum ne se retourne pas dans sa tombe. Alors il reprend ce que son patron, à qui il a été servilement soumis depuis sa nomination, j'ai nommé Emmanuel Macron, il nous dit que Léon Blum doit se retourner dans sa tombe. On fait parler les morts et on leur fait faire de la gymnastique dans leur tombe. C'est pas très digne. Euh, simplement, Monsieur Dupond-Moretti semble avoir une culture historique d'une grande faiblesse. En tout cas, elle comporte certains trous. Alors, on va lui rappeler que le Front populaire en France, c'est d'abord et avant tout la volonté de Joseph Staline, qui, en 1934, a fait prendre un virage à l'international communiste, le Comintern, pour qu'on mettent en œuvre une stratégie de front populaire partout pour lutter contre la montée du fascisme, après l'arrivée d'Adolf Hitler en Allemagne. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le Front populaire. Euh, Léon Blum n'en est pas le créateur ou l'initiateur. C'est une pression populaire, d'ailleurs, après le 6 février 1934, qui avait poussé à l'union des partis, et c'est la puissance montante à ce moment-là du Parti communiste qui l'avait permis. Les communistes ne sont pas allés au pouvoir, ils ont été soutiens sans participation, et Léon Blum est donc devenu président du Conseil, et il a été immédiatement confronté à une grève générale, dure, longue. Et face à cette grève générale, il a été contraint de prendre toute une série de mesures. Alors, quand je dis qu'il a été contraint, c'est pas à son corps défendant. Il a dû effectivement s'appuyer sur ce mouvement pour faire passer certaines réformes et obtenir qu'elles soient prises en compte et acceptées par le patronat. C'est ça qu'il a fait, Léon Blum. Alors, toutes les mesures dont on fait état, la journée de 8 heures, les congés payés, tout un tas de choses formidables qui ont été mises en place à ce moment-là, qui ont été donc conquises par les luttes avec les dents, parce que tout ce que les travailleurs ont obtenu dans ce pays l'ont été après des luttes, par la conquête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, profitant du rapport de force qui leur est défavorable, eh bien, on les leur retire. C'est le rôle d'Emmanuel Macron, il est là pour ça. Et c'est la raison pour laquelle
C'est la raison pour laquelle Éric Dupond-Moretti le soutient. Donc, faudrait peut-être arrêter avec cette façon quasiment larmoyante, assortie d'une imputation tout à fait diffamatoire. Hein. Il nous parle d'antisémites avérés. Il faut nous dire lesquels dans ce cas-là, monsieur Dupond-Moretti. Il faut être un peu courageux. Il faut nous dire quelles sont les déclarations, quelles sont les attitudes que l'on peut caractériser chez les gens de la France insoumise, que l'on peut caractériser d'antisémites. C'est pas si facile que ça, croyez-moi, sauf à considérer que la critique de l'État d'Israël dirigé par M. Netanyahou, Ben Gvir, Smotrich, Yoav Galan, les critiquer et donc antisémites, que soutenir la population palestinienne à Gaza qui subit un épouvantable massacre, soutenir cette population, c'est antisémite. C'est ce que dit en fait, en la circonstance, M. Dupond-Moretti, et ça n'est pas glorieux. Est-ce que la France veut du Front populaire composé notoirement aujourd'hui d'antisémites? Est-ce que la France veut un Rassemblement national qui est un parti de démagogues? Nous le verrons. Est-ce que vous avez constaté les uns et les autres, bon sang, vous êtes des témoins importants de ce qui se passe dans notre société, que déjà M. Bardella renonce à la retraite à 60 ans. Vous l'avez entendu. Il n'est pas au pouvoir que déjà il dit. Donc entre le yaka, Faucon, faudrait, on a toutes les cartes en main, on va tout régler, les questions de délinquance, tout à coup de baguette magique. Et puis la perspective du pouvoir, parce qu'ils envisagent évidemment Matignon, vous avez déjà compris, et les Français doivent entendre que déjà sur les retraites, c'est râpé. Voilà, c'est ce qu'a dit hier M. Bardella auprès de vos confrères d'RTL. Voilà. Et voilà. Il continue à éructer. Oh, les démagogues, il n'a rien compris à ce qui est en train de se passer, rien compris aux raisons profondes du résultat du 9 juin, aux enjeux politiques qui sont ceux de cette élection, de ces élections législatives, décidément, le singulier, le pluriel, la présidentielle, c'est au singulier, les législatives, c'est au pluriel. Donc, il n'a strictement rien compris à ce qui est en jeu et qu'est-ce qui va se produire. Alors, bon, on ne sait pas quel va être précisément le résultat. Et donc là, il fait des effets de manche, quoi. Il se croit devant un jury et il éructe. Ce qu'il a fait à chaque fois quand il venait répondre à des questions à l'Assemblée nationale, le contrôle du Parlement dans une république représentative comme la nôtre, le contrôle du Parlement sur le gouvernement, il trouvait ça insupportable. Donc il se croyait dans un prétoire, il faisait des bras d'honneur. Enfin bon, non, donc voilà. Non, j'espère, mais vraiment j'espère, quel que soit le résultat du 7 juillet prochain, et je ne vois pas comment le macronisme peut s'en tirer, quel que soit le résultat, on va dégager ce personnage, on va en être enfin débarrassé de cette imposture. Avocat, je l'ai dit, pourquoi pas? Homme politique, c'est plutôt insultant pour la République, puisqu'on lui avait confié un des postes régaliens les plus importants, pour voir dans quel état il va laisser la justice après avoir couvert toutes les lois liberticides. Hein, quelqu'un qui prétendait être soucieux des droits de la défense, il a laissé faire toutes les infamies. Voilà, bon, eh ben, écoutez, j'ai réglé un compte, passons à un autre.